voici, nous revoilà tous les soirs, tous les vendredis soirs, à 19h. Pas Tous les soirs, pourquoi Ouais, j'ai vu ton regard, tu me disais, mais où est-ce qu'il va celui-là? Tous les On sait même soirs. pas trop. Hein. Mais Mais en tout ça cas, fait peut-être beaucoup. oui, tous les soirs, vous voir tous les soirs, c'est difficile. Hein. Où tu vas, nous ne savons pas, mais nous laissons y aller tout seul. Hein. Tout seul, c'est gentil. Non, mais c'est une belle équipe, hein, dis donc, bel esprit de famille. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous, avec toi, papa. Ah, moi aussi, Benjamin. C'est bien. Oh, c'est beau. C'est beau. Avec- Il se voit si peu. Oui. Ouais, non, mais tu sais que je le vois pas des tonnes. Hein. Peut-être les gens ils pensent qu'on se voit beaucoup, mais on se voit pas souvent. On se croise dans les couloirs aussi, mais Heureusement qu'il y a cette émission. Hein. heureusement qu'il y a non, mais tu rigoles, on se voit pas des masses hein, quand même. Oui, il me boycotte. Oui, bien sûr. Ses autres frères et sœurs viennent. Allez, Calimero, avons-nous une coquille d'œuf à lui mettre sur la tête, s'il vous plaît? Nathalie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Avec ton beau jaune Benjamin. moutarde, tu es en forme? Oui. C'est elle qui doit avoir la coquille d'œuf. pas moi. Je savais qu'il allait dire ça. La moutarde de dit qu'elle va bien. Elle te va très bien. Merci. J'espère que tu me montreras pas au nez. Mais hein. oui. Jean-Marie, Je vais très bien, merci tu beaucoup. vas très bien. C'est Là, bien. tu dis rien sur sa chemise. Il y Je voulais faire un effort, mais tu m'as lancé. Donc, rien à dire. donc voilà. Voilà, et mosaïque. continue pour pas perdre de temps, s'il te Non, non, plaît. mais alors, chers amis, Jean-Marie, je vous le dis, je vous dévoile un petit secret de tournage, Ça y mais est. on tourne plusieurs émissions Ça y est. par journée. Là, par exemple, en un jour et demi, je tourne 6 émissions. On tourne 6 émissions Oui. pour tout le mois d'octobre. Et Jean-Marie a une petite technique. Normalement, la consigne, c'est vous changez de tenue vestimentaire. Jean-Marie et papa. Hein. Et les deux ont une petite technique très simple, c'est Non, que Jean-Marie arrive à Première- comme un artichaut. avec première émission, ouais, c'est ça, c'est la technique du multicouche. Première émission, ils ont beaucoup de couches. Deuxième émission, ils s'enlèvent une couche. Troisième, c'est l'oignon en fait. Ils font l'oignon. C'est pour ça que nous sommes heureux qu'il n'y ait pas cette émission, on serait torse nu. Ah ben là, une émission de plus et Jean-Marie, il est torse nu, hein, c'est terminé. Là, il a tout épuisé, donc on est quand même heureux de t'avoir Oui, oui. et de ne pas te voir torse nu. Merci beaucoup pour cet élan de générosité, Jean-Marie. Bon, On est, écoutez, est-ce qu'on peut passer à l'émission? ah ben, ça fait partie, hein, ça fait partie du Il explique moment. les coulisses. D'accord. Du moment convivial. Vous le savez, dans Les cette coulisses. émission, vous parlez dans le chat, il y a le chat en direct, il y a les commentaires aussi, n'hésitez pas à Enfin, parler il n'y a pas de commentaire à faire. Hein. sur le torse de Jean-Marie, c'est ça? Pas Non, encore. sur, Pas encore. le Pour l'instant. multicouche. Pour l'instant, il n'y en a pas Oh, encore. t'inquiète qu'ils vont Oui, trouver des choses ce à dire. serait Ça, bien quand même un petit Ils ont peu. beaucoup de créativité. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais les jeunes qui nous regardaient, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent quand même, je me rends compte, ça me fait plaisir. Mais vous avez le droit de commenter aussi, parce que c'est souvent les personnes plus âgées qui commentent, mais c'est aussi un espace pour vous. N'hésitez pas et proposez-moi des thèmes. Je vous garantis pas que je les prends tous, mais moi, ça me donne des idées. Voilà. C'est vrai. N'hésitez pas, parce que je les note sur une petite feuille. Je l'ai déjà dit, mais c'est bien. Oui, Toi aussi, tu peux me proposer des thèmes. Hein? Oh, combien de thèmes ne t'ai-je pas déjà Oh, proposé? il a fallu que je m'asseye à côté de toi, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, bref, passons outre. On est là, bien, tous ensemble, et on va parler d'amour. Pour commencer, on a une super émission en Ça a perspective. bien commencé l'émission pour parler d'amour. Hein. Mais j'ai intitulé cette partie d'émission « Et si on testait notre amour ?» Alors, votre amour avec votre conjoint ou conjointe, et je vous ai dégoté un petit article, un petit fait divers. En Ukraine, il y a quelque temps de cela, un jeune couple s'enchaîne l'un à l'autre pour prouver leur amour et se sépare après 123 jours. Donc je vous lis l'article. Le jeune couple avait eu cette idée saugrenue pour prouver leur amour, pour prouver la force de leur amour le jour de la Saint-Valentin. Mais cette intimité forcée a eu raison de leur complicité et de leur couple, alors même qu'ils projetaient de se marier bientôt. Nous étions heureux et les sommes désormais d'avoir pu vivre cette expérience, a confié le trentenaire. Dès que nous trouvons un avantage dans une situation, il y a immédiatement 2 inconvénients, avait témoigné sa compagne durant l'expérience. Cette dernière avait dû arrêter de travailler. Ses clientes à qui elle posait des fossiles n'appréciaient pas vraiment la présence de son petit ami sur son lieu de travail. Le passage aux toilettes, notamment les WC publics, posait également problème, sans compter les douleurs, les brûlures causées par la chaîne de frottement constamment contre leurs poignets. Désormais libérés l'un de l'autre, les 2 Ukrainiens vont poursuivre leur vie, mais chacun de leur côté, et bonne continuation à Ouais. chacun d'eux. Morale de l'histoire, ne testez pas votre amour. Donc, alors je poserai en préambule cette question. Est-ce que vous auriez survécu à cette expérience avec votre conjointe ou ton conjoint? Je peux même pas te répondre à ça parce que franchement, j'aurais pas eu idée de ça. Jean-Marie, enchaîné à Brigitte 123 jours. Bah écoute, j'aime mieux être attaché à elle sans chaîne, être attaché à quelqu'un parce que c'est pas avec des chaînes, c'est pas une grande preuve. Hein. Oui. Il vaut Non, c'est mieux- pas une grande preuve. Papa, est-ce que toi C'est d'une telle absurdité. Parce que je pense que si maman pouvait te mettre une chaîne, elle le ferait.
Bah, écoute, alors l'idée m'a jamais effleuré. Je veux dire que je me suis jamais posé la question, en tout cas, d'éprouver l'amour de cette manière-là. Maintenant, je rejoins mon très cher collègue Jean-Marie, que je préfère être lié de cœur. Ah, bon, vous êtes beau tout de suite. Mais n'empêche, il faut dire que c'est quand même une idée saugrenue. Je soupçonne, Saute et grenu. je soupçonne l'envie de faire le buzz parce qu'il racontait cette histoire sur Instagram à chaque fois. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça n'a pas tenu. Bon, 123 jours, c'est quand même une sacrée durée pour cette sûr. expérience. Maintenant, pourquoi je l'ai Mais abordé? quand on est bête, il vaut mieux s'en rendre compte plus tôt. Ouais. C'est pas faux. Mais maintenant, pourquoi Enfin, je pose ce sujet-là? Parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est assez à la mode de tester son couple chez les jeunes. Ah non. Si. Et Ah, ça si, veut si, dire, si. ça veut Alors, dire quoi? Oui, je vais vous expliquer. Peut-être je ne parle pas forcément dans les milieux chrétiens, rassurez-vous, Oui. mais c'est assez à la mode de tester le couple. Par exemple, un truc qui se fait, c'est envoyer quelqu'un draguer votre conjoint pour voir comment il répond. Par exemple, c'est à la mode. Donc, moi, Mais t'en as beaucoup des comme ça. Non, mais ça se fait. C'est Ah oui, c'est la bah, notion de tester l'amour, c'est justement la notion de tester pour être vraiment sûr de s'engager plus loin. C'est une idée, peut-être Ta Bennett. mère n'a jamais eu cette idée-là. Ah non. Ça démontre quand même qu'ils ont peu confiance. Hein. Ah oui, Justement, c'est ça. mais j'aimerais avoir quand même un petit peu de Confiance et profondeur dans le J'arrive, sujet. j'arrive. Pas de respect, Merci, et pas de merci. respect, et pas de respect ni pour soi, ni Mais c'est ni ça. pour soi, Mais ni c'est pour ça, l'autre. C'est ça, mais du coup, inquiétant. qu'est-ce que vous pensez de cette idée peut-être de tester l'amour? Qu'ils ne s'aiment pas. Ah, Pour moi, ça va faut-il juste. aller- En tout cas, il n'y a pas de confiance. Non. Et un amour sans confiance, automatiquement, c'est un amour jaloux. Il n'y a que les jaloux qui C'est ça. auraient l'idée Oui, mais alors- saugrenue et alors, risquée de faire ce genre Là, de s'ils choses. sont jaloux, en même temps, ils se font du mal parce qu'ils Oui, créent mais la ils se torturent. situation, L'amour. ils créent la situation qui les torture. Mais la jalousie idiot. est une torture. Hein. Et elle torture. Ah ouais. Ah non, ça c'est Et elle des trucs, torture. c'est des Moi, trucs je- absurdes. Donc vous êtes pas pour tester l'amour. Ouais. Maintenant, comment on peut savoir, par exemple, que l'autre est... Il y a des choses où je pense que c'est important Alors, je suis pas pour ce genre de proposition, mais il y a des choses où je pense que c'est important d'apprendre à connaître l'autre Oui. pour voir si on veut s'engager plus loin. Par exemple, comment tu peux savoir que l'autre est jaloux si tu es tout le temps tout seul avec lui? Ça va jusqu'ici? Ouh, Oui. là j'ai un bug du système, là il faut rebooter, il faut redémarrer. Hein. Déjà, l'idée d'être tout seul tout le temps. Oui. Ouais, Ça me surprend. mais alors là, tu serais très surpris. Je te garantis que- combien parce de que jeunes couples sont tout le temps C'est ce qui ensemble. m'a tout fait seuls. réfléchir tout à l'heure avec ton histoire de chaîne. Aujourd'hui, les spécialistes du couple, en tout cas, disent que au maximum, un couple dans la journée doit passer au maximum 60% de son temps ensemble. Je crus 60 minutes, t'allais dire. 60%. Ah ouais. 60%, pourquoi? Parce que chacun a besoin oui. aussi de son espace et la joie de se retrouver après. Ouais. Mais ça, c'est un Alors point. vous avez des gens qui travaillent ensemble, c'est encore autre chose, autre mais, chose, mais- peu de couples peuvent vraiment travailler tout le temps Réussir, ensemble. ouais. C'est quand même exceptionnel. Mais justement, mais ça c'est un point, tu vois, chez les jeunes, et là chez les jeunes chrétiens aussi, hein, combien de fois je leur dis, mais ne restez pas tout le temps tout seul Mais ensemble. Comment tu peux découvrir l'autre complètement comme il est si vous êtes tout le temps tout seul ensemble? Donc il y a quand même des choses où il faut se mettre en condition pour découvrir. Mais bien Je sûr. pense que c'est une conception du couple qui est comme la conception de la propriété d'un objet. Quelqu'un qui C'est aurait, quelqu'un qui a acheté un coffre-fort, il se dit est-ce qu'il est vraiment, est-ce que vraiment personne ne peut, alors il peut trouver des spécialistes pour essayer de le braquer, pour savoir Ouais. si c'est, voilà. Mais c'est un objet qui m'appartient. Mais c'est une conception ultra Matérialiste. réductrice, Ouais, oui, ouais. et puis réductrice pour l'autre, quoi. Mais, L'autre est Ça a l'air un objet très qu'on possède. superficiel. À quelque part, à mon sens, c'est, pour reprendre un terme bien connu, c'est machiavélique. Puisque vous envoyez à l'autre quelqu'un qui va venir, c'est démoniaque, vous envoyez oui, à oui, l'autre c'est quelqu'un qui va vraiment mauvais venir état d'esprit. le tenter, Ouais, ouais. et il ignore qu'il est lui-même le sujet d'un test D'une expérience. dont il n'a pas l'information. Ouais. Après, mais là, on parle vraiment dans le monde, ou en tout cas pas dans le monde chrétien, c'est vraiment Ah, ce qui... j'espère. Donc Non j'espère. mais il y a une émission bien connue, alors moi je pratiquais pas cette émission-là, mais l'île de la tentation.
Vous avez déjà entendu, ça fait des années, elle entendu sort parler. plus, hein. Elle n'existe plus, mais l'île de la tentation, c'était ce principe-là, des couples qui viennent tester leur amour avec des personnes qui étaient plutôt jolies et avec un I et un E, les deux beaux et belles, et qui devaient tenter l'autre, tenter le couple. Mais c'est peut-être que je vous surprends avec ça, mais c'est vraiment quelque chose actuel. Hein. C'est vraiment, ça résume- chez les jeunes, c'est actuel. Ça, c'est juste Mais- du voyeurisme, c'est tout. Et puis ça résume l'amour. Ouais, au mais chez les physique. jeunes, c'est actuel, cette Mais là, notion de faut bon. tester. C'est comme combien. Moi, un jour, j'ai une collègue qui m'a dit mais comment tu peux savoir je disais que nous, on se préservait avant le mariage, et elle m'a regardé avec des grands yeux. Mais comment tu veux savoir que vous êtes compatibles? Il faut tester avant. Non, mais. C'est la même réflexion. Vous voyez ce que je Ça veux dire? prouve que ça se résume au physique pour eux, Oui, l'amour. ça se résume au physique. Et alors que c'est surtout pas ça. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire. Oui, mais pour moi, c'est la même pensée, tu vois, de dire tester le couple, l'éprouver, d'être La tout le même temps dans pensée. ça. Et C'est puis c'est un test complètement absurde. Un gars qui est joli, une fille qui est jolie, ils vont ensemble, je vois pas pourquoi ils se feraient pas du bien. Hein. S'imaginer que le fait qu'ils se sont fait du bien en passant la nuit ensemble, c'est la preuve de quoi? C'est la preuve qu'ils sont un gars et une fille. Quoi. Oui, c'est vrai. Non mais je veux mais dire, c'est c'est vrai. complètement... Ouais, mais tu vois, c'est pour moi, absurde. ça montre, je pense, la fragilité de la vision du couple aujourd'hui. bien sûr. Parce que quelque chose comme ça, c'est un jeune, il n'est pas choqué en lisant ça. Hein. Ça montre la fragilité. Nous, on est, Ouais, on est atterrés. mais vraiment, je vous garantis que c'est ce qui. C'est courant. Ça c'est fait partie inquiétant. de l'air du temps. Mais c'est inquiétant pour la société. Ben, c'est pour ça que je veux l'aborder, Ah bien ouais, sûr. c'est inquiétant. Parce que Mais justement, alors- comment font des couples forts, des familles fortes, si on part sur des principes comme cela, surtout que l'amour n'est pas invité à prendre, mais à donner. Mais c'est C'est ça. ça. Et ça, c'est le C'est juste point. l'inverse. Ça, c'est le point important, parce que c'est un amour égoïste. Et pourquoi on teste l'autre? Parce qu'il faut que ça corresponde à mes critères. Ouais, on est... Et peut-être justement pour donner un élément de réponse et ne pas prendre les jeunes de haut, comment vous avez su que votre conjoint ou conjointe était le bon alors? Sans avoir testé en étant enchaîné 123 jours. Bien, moi je dois dire que je ne peux pas dire aujourd'hui que j'avais une grande révélation, que j'étais amoureux. Je suis tombé amoureux de ta maman. À cette époque-là, j'étais encore très jeune, donc heureusement, sincèrement, c'était beaucoup moins compliqué que, C'est vrai. que tout ce qu'on propose là. Ouais. C'était beaucoup plus naturel, je l'ai vu. Voilà, il s'est passé quelque chose en moi qui a fait que j'ai désiré mieux la connaître, j'ai désiré C'était peut-être puéril à cette époque-là, puisque j'étais tout jeune, mais c'était simple. Ouais. C'était sur des bases un peu naïves, innocentes. Alors c'est intéressant, toi tu étais assez Naturel, en jeune. tout cas. Oui, que Nathalie, moi, j'étais naturel. plus vieille. J'allais pas dire que tu étais assez vieille, mais À 40 ans mariée, t'étais plus il y avait une vieille. T'étais différence. plus vieille, justement. Alors toi maintenant avec une approche, avec un peu plus de maturité, comment tu as vécu comment tu as su passer le cap? Alors, tu vois c'est une bonne question parce que Merci. moi, mon témoignage, il est lié justement à des échecs sentimentaux. Donc, comment j'ai pu savoir que Guy, ça allait être la bonne personne? Eh bien, c'est vrai Il était que alsacien. alors, C'est un bon critère déjà. les Alsaciens sont bien différents des restes. C'est une gage de Le reste de la qualité. population C'est un gage de française. qualité, ça c'est Oui. sûr. Mais blague à part, c'est vrai que j'avais quand même des critères qui étaient notamment un homme de prière, quelqu'un qui avait vraiment à cœur de servir Dieu. Il y avait des aspects Ouais. peut-être moins sentimentaux que ça. Et puis j'ai découvert quelqu'un qui était profondément gentil et bon. Et il m'a touchée en fait. Et après j'ai eu une conviction qui s'explique, j'allais dire, un peu... C'était... Ouais, ça a commencé plus par un amour spirituel, en Ouais. fait, avec Guy. Mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose juste d'émotionnel. Et pas on est- alors il me plaît, mais c'était pas le physique. On lui dira début. pas. On lui dira pas hein. Mais, Mais- si, mais- il est très beau. C'est bien, rattrape-toi. Non, non, il le Mais- sait, il le sait. Mais parce qu'il attend juste derrière la. Mais non. On n'est pas. Mais c'est intéressant, on n'est pas sur. On choisit pas juste à cause d'une question d'émotionnel, de ressenti. C'est aussi, on a choisi dans des critères. ça. Moi, avec Sylvia, voilà, il y avait les critères. Et puis j'ai presque, alors c'est peut-être pas bien formulé, mais peser le pour et le contre, c'est-à-dire je sais que je m'engage dans une vie avec des challenges aussi, et je le décide. C'est pas, je peux dire que j'ai toutes les cartes en main, mais je choisis de m'engager parce qu'il y a suffisamment de trucs qui me font dire, mais attends, je veux construire toute ma vie avec cette personne. Jean-Marie, toi, ça s'est passé comment? Moi, quand j'ai connu Brigitte, moi j'avais 4 ans et elle 6. C'est encore plus jeune que toi. Mais là, t'as testé. Oui, alors là, je dois dire que je suis... Mais surtout que vous n'étiez pas chrétien Les quand trois vous êtes exemples. mariés, non? Si, Ou vous viviez ensemble avant, vous disons, avez déjà-
on était d'abord, quand j'étais ado, on n'était pas chrétiens. Et puis, bon, on a commencé à sortir ensemble quand j'avais, je sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans. Et puis après, après j'étais étudiant, on se voyait pas trop. Et quand elle s'est convertie juste un petit peu avant moi, elle m'a beaucoup aidé à venir au Seigneur aussi. Et puis, au moment où je me suis converti, un mois après, j'étais dans une réunion de prière où là, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort, où j'étais, ce qu'on appelle dans le jargon un peu une délivrance. Et j'ai su que tout ce qui en moi était difficile, tout ce qui me pressait, tout ça, tout est instantanément et physiquement parti. J'étais libre et je me souviens, dans la voiture, on rentrait, ça se passait à Lausanne, on était en Suisse. Et en voiture, en rentrant, je lui dis, tu sais pas, on va se marier. Et pour moi, c'était évident. J'étais converti depuis un mois. Hein. Et du coup, on s'est mariés. Alors, on a décidé de se marier. D'abord, on avait dit oui quand je finirais l'armée. Puis, c'était loin. Alors, on a dit non, je ne sais plus quand en été. Puis, on a dit mais c'est loin l'été. Donc, finalement, on s'est mariés 3 mois après. Et puis voilà, Et tu vois, moi, ça me montre. Et ça fait 45 ans et ça marche. C'est ça, ça montre qu'il y a plein d'expériences différentes, mais que c'est pas une question juste de test. Est-ce que ça sera compatible avec qui je suis moi, comme ça. Et du coup, il faut que je fasse des tests un peu bizarres, un peu tordus, parce que ça fragilise le couple. En fait, au contraire, ça c'est extrêmement dangereux, oui. puisque l'autre devient mon bien de consommation. Comme tu disais. Et encore récemment, je me retrouvais en face de quelqu'un qui pleurait parce que son conjoint lui a dit écoute, je divorce parce que je t'aime plus. Mais ça veut rien dire. Puisque l'amour, c'est un engagement. Dans le passé, on le disait assez facilement, vous vous mariez pour le meilleur et le pire. Hein, donc, mais l'amour, c'est une décision. L'amour, c'est un engagement. Alors, je suis parfois un peu perplexe, puisque je dois dire, avec ta maman, on a passé par des moments extrêmement difficiles. On n'est pas là pour exposer nos vies, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons connu des moments où nous aurions très bien pu en arriver, malheureusement, où en sont beaucoup de couples aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu une détermination en nous. Et je dois dire que ta maman avait cette détermination, je l'avais aussi, nous l'avions de notre côté, que l'amour allait... c'était un choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a réduit le couple, on a diminué, je trouve, la valeur du couple, justement, parce que c'est plus qu'une question émotionnelle. L'engagement, il est plus, mais quand on regarde la société, l'engagement, il est plus si présent que ça dans la société, la notion d'engagement. Non, mais certains on s'engage. Les mariages à durée déterminée. Ah oui, renouvelable, pas tacite reconduction. Non, mais je pense du coup que c'est toute cette pensée-là qui peut amener à des raisonnements comme ça aussi, et qui construisent, ce que tu as dit, construisent une société mais fragilisée dans les couples. Et ça enchaîne justement. Mais très égoïste. Et très égoïste. Mais ça me permet d'enchaîner parce que sur les familles, parce que ça fragilise les familles. La vision d'un couple comme ça fragilise les familles. Et voilà, je vous l'ai dit, on a eu la chance d'avoir Françoise Caron la semaine dernière. Si vous n'avez pas regardé cette émission, allez la regarder, parce que ça vous donnera une perspective d'autant plus grande sur ce qu'elle va nous apporter ce soir. Je veux qu'on parle un petit peu justement des familles, de la notion de famille ce soir, de couple. Voilà. Alors, ne faites pas comme ce jeune couple à vous enchaîner. Voilà, il y a des solutions plus simples pour apprendre à se connaître et moins tordues. Mais en tout cas, c'était intéressant de découvrir la semaine dernière Françoise dans son handicap et surtout à réussir à surmonter son handicap. Et aujourd'hui, j'aimerais lui laisser de la place pour parler de justement qu'est-ce qu'elle a pu faire en surmontant son handicap. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas arrêtée à un problème de cécité qui aurait pu justifier de pas faire beaucoup de choses, mais elle s'est laissée utiliser par le Seigneur. Et je réintroduis, mais ce livre qu'elle a écrit, La famille chevillée au cœur, je vous le conseille vraiment. Il est dans la librairie Philadelphie. Vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver en description d'ailleurs sous la vidéo si vous cherchez un lien. Mais je le conseille parce qu'il est exhortant. Et c'est pas juste un témoignage, c'est exhortant. On en sort, on dit mais si elle a fait tout ça. Je le recommande. Hein. Alors là, il n'y a plus aucune excuse. Et j'aimerais donc accueillir François sur le plateau, une fois de plus cette semaine. Rebonjour Françoise, comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. François, c'est la première fois que je te vois servi sur un plateau, tu vois.
Ah non mais tu sais que t'es pas obligé de rire hein, si jamais. Hein, t'as pas signé pour ça. Hein. Françoise, je suis une fois de plus ravi. Merci vraiment pour la semaine dernière. C'était encourageant. Tu nous as ouvert un petit peu ton cœur sur la cécité, sur des fois le problème un peu délicat de s'attendre à la guérison et puis la guérison qui vient pas dans ce sens-là. Mais j'ai terminé l'émission dernière en disant mais la semaine prochaine on va comprendre comment tu t'es laissé utiliser par Dieu. Alors je vais commencer comme ça. Le titre de cette partie s'appelle Madame Famille parce que tu as été surnommée Madame Famille. Tu as un cœur énorme pour la famille. En commençant avec une première question. En 2014, François Hollande t'a remis la médaille des familles. Alors j'aimerais commencer comme ça. Donc ça nous montre bien qu'elle s'est vraiment laissée utiliser dans des stratosphères au niveau de la famille. Pour quelle raison il t'a remis la médaille ? Alors, au-delà de la vie au quotidien, à la maison, de mon engagement au sein de notre Église, des œuvres locales, j'ai un mandat d'État en tant que présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes pour défendre et représenter les familles. Et donc, dans le cadre de cet engagement, de ma place au conseil d'administration, l'Union nationale des associations familiales, eh bien, voilà, lors d'un colloque de cette union, des médailles étaient remises aux responsables engagés avec et pour les familles. Et donc, j'ai eu l'honneur de recevoir de Monsieur le Président de la République ce diplôme, cette attestation. Et il est grand ou il est petit ? C'est en tout cas mon mari, le chéri, elle l'a mis au-dessus de son bureau. Il t'a même pas mis toi au-dessus de son bureau, hein, tu vois. Oh, voilà, c'est beau, hein, ça fait plaisir. Hein, on lui dira. Moi, je suis dans son cœur. Voilà, au-dessus du bureau, il y a l'attestation et dans son cœur, j'y ai une place, j'en suis sûre. C'est beau, hein, c'est beau. Tu le défends bien, hein, c'est beau. Alors Françoise, moi j'avais une question. On va faire un petit peu des aspects de tout ce que tu as fait justement pour les familles, mais je commencerai par cette première question. Pourquoi la famille est si chère à ton cœur et depuis quand ? Depuis quand ? J'ai quasiment envie de dire depuis toujours. Je crois que j'avais 10 ans. Je me promenais au jardin public avec mon petit frère qui venait de naître et j'imaginais que je pouvais être sa mère et je commençais à rêver à ma propre famille. Alors peut-être aussi parce que mon handicap faisait que... On rappelle que tu as perdu la vue, hein, peut-être pour ceux... rappelle que tu as perdu la vue pour ceux qui n'ont pas vu la première émission. Hein. C'est ça, complètement. Et du coup, voilà, il y avait quand même ce sentiment intérieur que j'aurais peut-être du mal à construire une famille. Quel homme voudrait de moi ? Voilà, on m'avait dit surnommée la bigleuse. Voilà, des petits surnoms comme ça, un peu compliqués à porter. Et puis du coup, oui, je rêvais d'avoir une famille et j'avais peut-être un peu peur de ne pas pouvoir la construire. Et puis très vite, l'adolescence, les premiers émois et cette conscience que ma vie et ma destinée passaient aussi par pas uniquement l'amour, mais la construction de quelque chose de solide qui nous permettrait d'avoir des enfants. Et puis plus largement, de pouvoir aussi prendre soin des enfants qui étaient en souffrance. Je crois qu'aussi j'avais une sensibilité toute particulière pour ces enfants un peu blessés, meurtris que j'avais rencontrés simplement dans la cour d'école, au collège, au lycée. Et donc voilà, ça c'était en moi. Et justement, alors tu me permets, mais justement, vous avez avec Christian, donc ton époux, vous avez été famille d'accueil qui avait accueilli des enfants justement blessés, meurtris, jusqu'à 80 enfants, ce que je trouve énorme. 80 La maison était pleine. La maison était pleine et des enfants, tu le racontes très bien dans ton livre, tu racontes certaines histoires, mais avec des situations de vie. On ne prend pas juste un enfant à qui il faut donner à manger, c'est pas ça. Non. On le ramène avec son histoire, son parcours tellement douloureux. Comment ça s'est passé, ce désir d'être famille d'accueil ? Ensuite, comment ça s'est traduit quand tu as grandi ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Christian pour accepter finalement, vous ouvrez votre vie pour beaucoup de gens, toute la famille, c'est toute une façon de vivre qui est différente.
Alors, on se marie déjà avec cette conscience que on veut construire une famille, avoir des enfants, mais il y a quelque chose déjà qui nous rassemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, proclamait Josué dans l'Ancien Testament, et c'est le petit texte que l'on met sur notre faire-part avec cette envie ensemble de faire de notre famille un lieu de bénédiction, pas que pour nous. C'était là un peu, j'allais dire, comme quelque chose de déposé et qui prend forme et qui prend vie dans notre union. Alors, on a d'abord nos propres enfants, en tout cas les deux aînés, Priscille et Jérémie, et il y a comme un sentiment d'insatisfaction en prenant soin, au fond, des enfants des autres, comme ça, un peu à distance, en les accueillant un après-midi, une journée, quelque chose qui fait qu'on va pas au bout de ce qui brûle en nous. Et puis donc là, on s'interroge sur comment aller plus loin. Et donc, on découvre par le biais d'une famille chrétienne qui était famille d'accueil cette possibilité de pouvoir faire de notre maison vraiment un refuge pour les cœurs blessés et brisés. Et donc, on s'engage donc tout jeune dans les démarches d'agrément et on accueille notre première petite fille qui est un oiseau blessé qui était là à la pouponnière, et les pédopsychiatres s'interrogeaient sur l'internement déjà dans une structure spécialisée, ou le test dans une famille d'accueil, une fille anorexique de 2 ans et demi. On accueille cet oiseau blessé et c'est un coup de foudre. Une relation d'amour qui s'établit avec elle, mais pas uniquement dans le lien affectif, mais dans la conscience qu'il y avait de nombreux autres enfants dans cette situation, et que pour le coup, ce qu'on était, la structure familiale avec nos gamins pouvait aussi être un lieu de guérison et de transmission de l'amour, de transmission aussi de cette foi et de cette espérance qui nous nourrissait au quotidien, et que ça faisait partie de notre mission. Alors, je pense que des fois, ça a dû être délicat. Je me mets à la place de tes enfants. Tu l'abordes un petit peu dans le livre, mais oui. ça a dû être délicat d'avoir l'impression... Oui. Moi, je sais quand j'étais... Alors, c'est peut-être un exemple, somme toute modeste par rapport à ce que vous avez fait, mais moi, j'ai eu, quand j'étais enfant, l'impression que les chrétiens étaient un voleur de papa. Je peux très bien imaginer un enfant qui a plein d'autres enfants dans la famille, mais c'est pas vraiment ses frères et sœurs de sang. Et ça doit être difficile de se construire. Est-ce que quelles ont été les étapes un peu délicates à ce niveau-là? Alors d'abord, je crois que la première étape qu'il a fallu franchir, c'est qu'on n'oublie pas en effet le soin qu'on devait à nos propres enfants. Et ça, on l'a appris en découvrant quelques symptômes chez nos enfants qui nous ont obligés à nous interroger, quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils se renfermaient dans la chambre, qu'ils n'avaient plus envie de venir au repas familial, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'il y avait là des colères parfois sur lesquelles on n'arrivait pas à mettre des mots, et il a fallu qu'on se remette en question, et puis qu'on rééquilibre un peu les choses en n'oubliant pas que notre première mission, notre premier devoir, c'était de donner à nos enfants le temps dont ils avaient besoin. La deuxième étape, ça a été de ne pas mentir aux enfants accueillis, parce qu'on partait avec notre grand cœur et qu'on pensait aussi que l'amour était suffisant pour les guérir, et qu'on les laissait croire parfois qu'on pouvait être de vrais substituts parentaux, voire qu'on laissait s'installer une forme de mensonge, et qu'on a appris à leur dire non. On est là pour toi, mais ton papa et ta maman, quelle que soit leur vie, leur parcours, au fond, c'est Dieu qui te les a donnés, qui a voulu que tu naisses là. Et nous, on est à tes côtés pour t'aider à guérir, à grandir, pour te transmettre ce qui va te permettre de fortifier tes ailes. On est là aussi pour t'aimer, mais on n'est pas tes parents, et ce ne sont pas tes frères et sœurs. Je crois que vraiment ces 2 étapes, une fois qu'elles ont été franchies, ça a libéré quelque chose de paisible dans la maison, et on a pu construire comme ça des relations beaucoup plus apaisées, constructives, édifiantes. On comprend que l'apprentissage, il est aussi là pour toi et Christian. C'est pas juste un métier, c'est un apprentissage aussi dedans au quotidien. Alors peut-être
pour terminer sur la notion de famille d'accueil, mais quelles ont été les grandes leçons pour toi de cette expérience-là de vie, de cette partie de ta vie? Je crois que la famille doit être un lieu ouvert et que, alors on n'est pas forcément tous appelés à être famille d'accueil, mais en tout cas, je crois qu'il y a une famille ouverte et qui sait accueillir sous quelque forme que ce soit. Elle donne, mais qu'est-ce qu'elle reçoit et qu'est-ce qu'on a appris aussi de ces rencontres avec ces enfants blessés, abîmés, ces ados en rébellion et que, oui, en donnant, c'est des vrais vases communicants. Il y a une telle richesse, une telle émulsion et que on est aussi ce qu'on est aujourd'hui, j'allais dire, grâce à eux, avec eux. Oui, ça, c'est une belle richesse. C'est intéressant ce que tu dis, la famille doit rester ouverte parce moi j'ai quand même l'impression que des fois, la famille vit de plus en plus en vase clos, en autonomie et plus tellement ouverte sur l'extérieur. Je pense qu'il y a un défi peut-être aussi à ce niveau-là, de trouver un équilibre entre prendre soin des enfants, mais qu'est-ce que tu en penses, papa? Mais c'est un peu à l'image de la société qui est devenue très individualiste. Donc la famille aujourd'hui reflète cette société individualiste. Lorsqu'une femme ou un homme, parce qu'il a vu quelqu'un d'autre, est capable de laisser ses enfants et sa femme, simplement parce qu'il a décidé maintenant de construire autre chose qui le fait un peu pétiller, etc. Voilà, ça c'est l'individualisme. Et je pense que, en tout cas, nous chrétiens devons exercer l'hospitalité de manière plus naturelle. Alors, comme vient de le dire Françoise, sommes-nous tous appelés à faire ce qu'ils ont fait? Moi, je suis admiratif, Françoise. Si demain je suis président de la République, je te remets une médaille. Non, François. Mais je remets aussi une médaille à ton mari. Ah, mais oui. C'est une affaire de famille, mais oui, et à nos enfants. Que moi, je ne comprends pas que M. Hollande ne t'ait que remise une médaille à toi. Parce que ce n'est pas possible sans que le conjoint... Ça, c'est important, il me semble, que tout ce que vous avez fait, et d'ailleurs, tu le dis très bien, et merci pour ta reconnaissance à ton mari dans ton livre, mais tu le dis très bien, mais sans Christian... C'est impossible. Je ne pouvais pas le faire. Il a un rôle à part entière. Et je crois que les couples qui nous écoutent doivent aussi réaliser que finalement l'un a besoin de l'autre pour pouvoir faire un projet qui est un projet de famille, un projet commun. Juste une question, François, est-ce que vous n'avez jamais eu peur pour vos enfants, dans ce sens que tu reçois un ado, par exemple, fragile ou violent, qui a une agression sur un de tes enfants, ou qu'il y ait, je ne sais pas moi, des problèmes d'influence, des problèmes d'influence, ou même que cela développe des problèmes psychiques, parce que c'est ce que j'entends souvent aujourd'hui, c'est « oui, mais attention, il ne faut pas exposer les enfants, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela ». Alors, est-ce que tu as le sentiment que ça les a rendus plutôt très forts, ou bien qu'il y avait un risque potentiel important? Alors, le risque existe, mais au fond, il existe au sein d'une fratrie toute simple. Je crois que la famille, c'est une cellule vivante où les dangers sont réels. Maintenant, ça va être la façon dont on les aborde, dont on accompagne les enfants, les mots qu'on va mettre, qui vont faire la différence. Et je crois que oui, nos enfants en sont sortis bien plus forts, bien plus sensibles et ouverts sur les problèmes de société. Je crois que ça les a aidés aussi à construire leur propre famille, en ayant bien conscience de l'importance de travailler. Enfin, la famille, c'est aussi comme ce vase sur le tour du potier, quoi. Ça se façonne, ça se travaille, ça se décore, ça se remplit. Donc oui, il y a des vrais dangers et il y a des blessures aussi, un peu aussi comme ce chêne avec parfois les marques de ceux qui ont gravé son tronc, les tentatives de l'abattre avec les stigmates encore de la hache parfois, mais quand il est solide, ça fait aussi toute sa beauté et sa richesse. Et je crois que nos enfants ont quelques marques liées à notre histoire familiale, mais ça leur a permis d'enfoncer leurs racines de façon bien plus profonde aussi dans ce qui faisait la force de notre famille. C'est aussi cette foi, cette espérance, c'est la prière quand tout semble vaciller, quand on a l'impression
la maison va s'écrouler. Hein. On a eu aussi comme ça des grands coups de vent. Mais je crois qu'ils ont aussi appris, hein, nos enfants et les enfants accueillis à découvrir que dans nos fragilités, nos propres faiblesses, la force qui était la nôtre, c'est cette alliance faite aussi avec Dieu. Hein. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et Dieu était au centre de notre vie de famille tumultueuse. Ouais. Et ça nous a tous rendus plus forts, y compris nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui qui sont dans cette même dynamique. Pas avoir peur de faire des erreurs aussi, je pense, là, Oui, dans ça. Mais tu vois, en lien avec ce que tu disais, moi, quelque chose qui m'a souvent fait... et qui m'a fait réfléchir aujourd'hui, d'autant plus maintenant que je suis père, c'est cette histoire où grand-père ils ont accueilli plein de gens quand vous étiez enfant. Ah oui, toutes sortes de gens. Et tu as eu une personne, je ne sais plus comment il s'appelait, Maurice, Dreyfus, c'est ça, Maurice hein, Dreyfus, qui dormait dans la même chambre que toi. Oui, pendant tout un temps. Moi, je me dis... Un monsieur de 88 ans. Hein. Ouais, mais moi, je me dis, en tant que père maintenant, je me dis, mais est-ce que je serais capable de dire, tiens, je vais faire dormir mon petit garçon avec quelqu'un comme ça? Franchement... Mais je trouve que des fois la peur peut t'empêcher aussi d'ouvrir ta maison. Je comprends la remarque que tu dis parce que c'est vrai que cette peur-là, elle peut te brider. J'aimerais faire place, Françoise, à un autre point maintenant. On a parlé de ton expérience, mais j'aimerais maintenant voir un peu ton ressenti sur ce qui est en train d'être devant nous, sur la notion de famille. Je pense que tu as toute ta légitimité pour parler. Avant ça, juste, tu as parlé de la fédération, la fédération nationale des associations familiales protestantes. Je reprends ma respiration. Et ma question, c'est à quoi servent ces associations avec des noms très très longs? Alors AFP tout simplement, voilà, c'est Voilà. plus simple. Mais au fond, c'est notre foi qui se traduit en acte avec cette conscience que la famille, voilà, c'est le projet de Dieu pour l'être humain. C'est aussi le socle de notre société, donc il y a quelque chose qui se rejoint là, et ça se rejoint. Et je trouve que c'est intéressant de le souligner là parce que l'Église rassemble des familles. C'est le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité. Et puis en France, on a quelque chose d'extraordinaire, hein, un bijou. Sur le plan politique, c'est cette reconnaissance par l'État depuis 1945 de l'importance de la famille et donc un mandat qui est donné aux associations familiales en général, associations familiales rurales, catholiques, laïques et puis protestantes. Donc nos églises protestantes, évangéliques, peuvent travailler avec les familles de l'Église, celles qui les constituent, et puis pour toutes les familles, non seulement travailler en développant des actions pour en prendre soin dans tous les domaines, famille, enfants, jeunesse, solidarité, mais elles peuvent aussi les défendre et les représenter. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de défendre et représenter les familles en général, plus particulièrement aussi les familles chrétiennes, qui parfois se sentent un peu malmenées à cause de leur foi. On a besoin de les défendre et les représenter au plus haut niveau de l'État. Et les associations familiales protestantes, eh bien, sont mandatées pour ce travail et cette mission. Et toutes les familles chrétiennes ou qui se retrouvent dans nos valeurs ont intérêt à adhérer à une AFP pour que leur voix soit entendue au plus haut niveau de l'État et puis qu'on prenne en compte les familles, mais aussi leurs besoins. Vraiment un rôle de représentation qui est extrêmement important, d'autant plus aujourd'hui. Alors, ma question, c'est, je vais peut-être prendre cet angle-là pour commencer, mais toi, tu l'as bien dit, tu es croyante, tu as la foi. J'ose me permettre cette question, est-ce que pour toi, le modèle biblique de la famille, est-ce que tu penses que c'est le bon modèle? Aujourd'hui, on nous présente plein de modèles. Quel est ton avis là-dessus? Juste encore pour me joindre à Benjamin, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est que le modèle biblique devient un problème pour accueillir des enfants. C'est-à-dire que moi j'ai vu des familles... Je crois que c'est important d'utiliser le bon mot. Non, mais c'est bien, Françoise, il est fort, tu vois, il met des questions dans les questions pour avoir... mais on y vient. Disons que je suis prophétique, je le précède. Ouais. Vas-y, vas-y, commence et puis on verra où ça va. Je veux juste vous féliciter, juste là, vous utilisez le mot modèle. Alors, qui peut nous reprocher à une famille d'accueil ou à n'importe quelle personne, chrétienne ou non d'ailleurs, de parler d'un modèle? Donc, moi, en tant
tant que chrétienne, mon modèle, c'est celui de la Bible, c'est celui qui nous est proposé par Dieu. Et puisqu'on est dans un pays laïque et que la laïcité, j'allais dire, défend cette liberté de pensée, d'exercice du culte, de religion, de défense des valeurs, j'utilise la laïcité pour réclamer ce droit de rappeler le modèle biblique, la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Alors, en tant que famille d'accueil, c'est pas un problème de parler de mon modèle. Après, il est important de faire la différence entre le modèle biblique et puis la réalité de ma famille, de la tienne, Benjamin, la tienne, Samuel, de celle de ceux qui nous écoutent. Oui, hélas, nos familles sont imparfaites. Parfois, on a raté des marches, on a mal construit, on a aussi eu une éducation qui nous a meurtris, blessés. Donc, il faut jamais oublier de faire la différence entre le modèle et puis notre réalité. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est peut-être là-dessus qu'on doit aussi apprendre à communiquer pour pas laisser croire que le modèle, c'est ce qu'on doit appliquer immédiatement dès qu'on grandit et qu'on veut faire famille. Non, on tend vers ce modèle, puis on travaille avec la réalité, mais en se disant quand même, si on n'a pas de modèle du tout, au fond, on perd tout repère, et c'est peut-être là où le bas blesse aujourd'hui, et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il faut qu'on soit inquiet et qu'on s'interroge, parce qu'on a fait tomber un peu tous les repères, gommer tous les modèles, et nos jeunes sont en grande difficulté et plein de peur. Alors justement, Françoise, j'aimerais venir sur ce sujet-là, mais quand même, on va essayer de répondre à la question de papa sur la notion de famille d'accueil. S'il essaye de dire, parce que je connais ses pensées quand même, je savais de quoi il voulait parler. Laisse-moi le reformuler en mieux, si tu veux bien. Je vous embête. Dit-il en toute humilité. Oui, c'est pour la blague. Mais qu'est-ce que tu penses des instances aujourd'hui qui mettent des bâtons dans les roues aux familles chrétiennes qui veulent être familles d'accueil et où on en connaît? Elles outrepassent leurs droits. Alors oui, vous en connaissez, j'en connais aussi. Je crois qu'il faut oser monter au créneau et puis s'entourer de gens compétents, y compris de juristes, parce que c'est de la vraie discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à une famille d'accueil d'avoir un modèle qui l'aide à se construire et qui lui permet aussi d'accueillir des enfants avec des repères qui vont les aider à guérir et à avancer dans la vie. D'ailleurs, la difficulté, c'est que ces mêmes personnes qui mettent les bâtons dans les roues à des familles chrétiennes qui veulent être familles d'accueil n'ont aucun modèle à proposer. Donc, si elles ne proposent pas des repères, où va-t-on avec des enfants qui déjà ont mal à leur propre famille? Et c'est pour ça qu'on les confie à une famille d'accueil. Donc, il faut se battre. Comment Non, j'ai rien dit. Ah non, j'ai vu un lancement dans ta gorge. Ça partait du fond là, mais non, j'avais un chat dans la gorge. D'accord. Excusez-moi, cher ami. Mais donc Françoise, ma question maintenant, on a parlé des modèles. Il y a une multitude de modèles qui sont aujourd'hui devant nous. Mais quoi dire peut-être à un modèle familial qui peut pas produire le modèle biblique? Je pense par exemple aux mères célibataires, qui sont des femmes extraordinaires qui se battent pour leur famille. Certaines sont dans l'église et des fois souffrent un petit peu d'avoir cette impression d'être un petit peu à part. Mais toi qui es surnommée Madame Famille, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour les encourager? Effectivement, il n'y a peut-être plus le papa pour différentes raisons, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les encourager? Alors, d'abord, le modèle, c'est pas ce que je vis moi. Donc, ces mamans, au fond, elles sont pas différentes de la famille où il y a papa, maman. Elles ont d'autres souffrances, d'autres difficultés. C'est pas les mêmes. Ça, c'est aussi important. Il n'y a pas les bonnes familles et les mauvaises. Il y a des familles reconnues comme telles, et une maman seule avec son enfant est reconnue comme étant une famille. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous propose aussi non seulement un modèle de famille, mais elle nous propose aussi d'entrer dans une autre famille, cette famille dite spirituelle, mais qui doit se matérialiser, se concrétiser par une vraie entraide familiale. Et une maman seule doit pouvoir aussi compter
sur des tontons et des tatas, des frères et des sœurs de cœur qui vont l'aider et la soutenir à proposer aussi à son enfant les repères dont il a besoin pour se construire avec cette conscience qu'un homme est différent d'une femme, qu'on apporte des choses différentes. Et dans l'Église, dans la communauté chrétienne, ces familles-là vont aussi trouver un certain équilibre qui va leur permettre d'être apaisées aussi dans les domaines où elles pourraient culpabiliser. Ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette proposition. On ne vient pas juste avec des faits, il faut qu'elle se débrouille comme ça. Non, il peut y avoir des tontons et des tatans en Christ. Et je trouve ça vraiment très beau comme idée. Merci Françoise. Peut-être aujourd'hui, toi qui justement est vraiment impliquée aussi au niveau national, qui a eu cet impact-là, mais quelle est ta vision de la famille en France, du modèle familial qui vit en France? On nous présente plus seulement un papa, une maman. Il y a plein d'autres modèles qui arrivent. Comment toi quelle est pour toi la suite? Qu'est-ce qui vient devant nous là? Alors, j'aime pas être pessimiste, c'est pas dans ma nature, mais je crois qu'on vit des moments quand même difficiles, avec un basculement vers une telle perte de repères où tout se vaut et où tout est bon, tout est bien pourvu qu'on le désire. Et mon inquiétude et du coup, en parallèle, ma mobilisation va en direction des enfants et des jeunes qui risquent à un moment donné d'être les victimes du désir des adultes qui se laissent conduire par leurs pulsions, leurs aspirations et qui oublient la façon dont les enfants vont pouvoir se construire avec ces différents modèles qui privent souvent de l'altérité et d'un équilibre de vie rassurant et apaisant. Alors on le voit déjà, les pédopsychiatres sont relativement inquiets sur l'état psychique des enfants qui du coup vont aussi se nourrir et remplir leur réservoir affectif au fond via les réseaux sociaux et des structures qui vont les rassurer. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a besoin plus que jamais, en tout cas pour nous, famille chrétienne, je crois, de continuer à non seulement parler du modèle, mais à soigner nos propres familles et puis être là aux côtés des enfants et des jeunes qui nous interpellent, qui nous interrogent et qui cherchent des modèles peut-être un peu différents de ce que la société leur propose ou peut-être même un peu différents de ce qu'ils vivent à la maison. Donc, rien pointé du doigt, rien stigmatisé. C'est la réalité de notre société aujourd'hui, mais mettre je crois vraiment un phare dans la nuit et ne pas se laisser impressionner par tout ce qui bouge autour de nous et qui nous déstabilise, mais être là simplement rassurant et en ouvrant, je dirais, nos familles et nos communautés sur ce défi, les sensibiliser aux besoins que des familles solides soient des repères pour ceux qui sont perdus. On sent qu'il y a une intentionnalité aussi dans ce choix, dans cette direction qui est prise. Et je vais terminer, Françoise, avec cette dernière question qui me permettra d'enchaîner juste sur la dernière partie qui est importante, je pense. Que penses-tu du terme éducation nationale ? Alors écoute, pour moi, les premiers éducateurs de l'enfance sont les parents et je crois que la communauté éducative au sens large est précieuse et je salue là tous les éducateurs, les enseignants, les animateurs. Je regrette qu'on veuille faire un peu de nos enfants les enfants de la République. Je crois que ça. Je cite là certains de nos hommes publics. Je crois que l'enfant n'est pas l'enfant de la République, c'est un enfant confié divinement à des parents pour qu'ils l'élèvent, qu'ils l'éduquent et la nation et l'État a aussi un mandat auprès des parents, mais
l'école publique, à mon avis, est le lieu où l'enfant va justement pouvoir bénéficier là d'un complément d'éducation au niveau de l'instruction, mais il y a aussi les écoles privées, l'école à la maison. Cette liberté doit subsister et elle est mise à mal aujourd'hui, plus que mise à mal, hein, puisque les derniers textes de loi touchent à cette liberté d'éducation pour les parents. Ouais. Et oui, je rêverais qu'on oublie le terme éducation nationale pour peut-être revenir simplement école publique, école privée, et travaillons ensemble, main dans la main, en voulant transmettre le meilleur à l'enfant et en essayant de ne jamais disqualifier ceux au fond, hein, qui ont la première responsabilité aux côtés des enfants, ce sont les parents qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'aide, mais qui ne doivent jamais être disqualifiés ou vilipendés, mis à l'écart. Leur liberté est un peu en danger aujourd'hui. Merci. C'est un sujet de prière et d'engagement. Sujet, ouais. C'est ça. J'encourage peut-être chaque parent à prier pour ça parce qu'il y a un enjeu. Peut-être qu'on ne mesure pas. Mais le problème, c'est que c'est ces textes de loi aujourd'hui qui font demain, qui font les générations de demain. Et d'autant plus à tous les parents, tous les couples de prendre leur part et de créer un peu ce que tu disais, ces familles solides qui permettent de renvoyer un bon message aussi par rapport à tous les autres modèles qu'on peut nous proposer. Tu voulais dire quelque chose ? Pas démissionner, pas se résigner. Je voulais pas te couper l'herbe sous le pied, mais Françoise, merci beaucoup merci Françoise. Merci Françoise. Franchement, moi je bois tes paroles et puis je vous encourage, vous qui nous écoutez, allez lire ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne cite pas encore. Il est défiant. On n'a pas le temps de tout aborder ici, mais il y a beaucoup de choses, vous verrez dans sa pensée, qui sont dans ce livre, qui sont couchées sur le papier. Ça lui évite de le répéter 150 000 fois, vous voyez, donc c'est plutôt bien. Et puis vraiment qu'il puisse vous exhorter. Merci pour ton témoignage, Françoise. Toutes ces 2 semaines, tu nous as encouragés et par rapport aux familles, par rapport à l'handicap et ne pas se laisser arrêter par des choses qui pourraient être comme des excuses. Tu t'es laissé utiliser par Dieu et grâce à ça, tu brilles pour tous les chrétiens de France. Donc merci beaucoup, merci vraiment. Merci, Moi, je te remettrai une autre médaille. Je te remettrai une autre médaille, Françoise, la médaille de Madame Courage. Ah, oh là là. Voilà, et on la mettra pas au-dessus du bureau de Monsieur Caron. Bon écoute, quand il te la remet, tu me diras si je suis encore vivant d'ici là. Prochainement, elle va venir chez nous. T'as intérêt à y penser. Mettre la médaille du coup. T'as intérêt à y penser, c'est bien. Merci beaucoup Françoise. Je ne viendrai pas. À très vite. Merci Françoise. À très vite. Bye bye. Au revoir Françoise. Merci. Moi, sa vision aussi de la famille me donne envie, nous donne envie de s'impliquer. Mais pour moi, c'était important de terminer avec cette réalité. On n'est pas en train de juger, mais c'est factuel. On parle de textes de loi qui sont déjà sortis. Hein. Oui. On parle de l'école obligatoire à 3 ans. On parle des libertés de plus en plus restreintes sur l'école à la maison. L'école à la maison. Ouais. Et puis on parle d'exemples qui se passent dans l'école, de théories qui sont diffusées dans l'école, de choses comme ça qui font que ça me pose des questions par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant vis-à-vis du monde. Et du coup, je voulais terminer cette émission avec cette question. Dans le monde, mais pas du monde, comment trouver l'équilibre au vu de ce qui est devant nous ? En introduisant avec ce texte, Jean 17,15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alors, comment faire pour trouver l'équilibre, et peut-être particulièrement sur le plan éducatif, pour ne pas mettre les enfants qui sont comme des éponges face à des idéologies qui pourraient vraiment tordre leur vision du monde et qui n'est pas du tout celle de la Bible, et sans les ôter du monde, sans les ostraciser tout simplement. Donc, comment faire ? Jean-Marie. Ah, vous voyez, sa technique. Mais non. mais si. Je ne voulais pas prendre le monopole de la parole. C'est bien, mais je pense que c'est important. J'étais presque traumatisé. Non, c'est une question, c'est évidemment une question qui revient souvent et qui est un vrai souci pour beaucoup de chrétiens, et surtout quand ceux qui rentrent dans la foi, dans la connaissance de l'Évangile, et ils se disent, ils entendent qu'il ne faut pas être du monde, et d'un autre côté, la vie chrétienne, c'est d'être lumière dans le monde. On ne peut pas être lumière si on s'en va, si on se cache, si on reste au fond d'une caverne. Donc on y est ou on n'y est pas. Et c'est, je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit. On n'est pas
on pompe pas la sève, la valeur, la source des valeurs du monde, mais au milieu d'eux, on est là avec nous, notre source. Mais tu vois, regarde, moi, en tant que père maintenant, mon petit garçon il est dans une école chrétienne et ça me semblait, en tout cas dans sa situation, ça me semblait être le bon choix. Maintenant, j'ai pas envie qu'il grandisse dans une bulle. Oui. Tu vois, donc je veux pas qu'il soit coupé du monde, Oui. Mais je veux pas qu'il soit dans le monde, dans le sens, ou plutôt je veux pas qu'il soit impacté idéologiquement par le monde. Voilà. Est-ce que ce serait pas peut-être intéressant, là, au stade où on en est dans l'émission, peut-être de redéfinir qu'est-ce que nous appelons le monde? Ouais. C'est ça. Hein. Bah, vas-y. Des amis qui peut-être nous suivent se disent Oui, c'est vrai. le monde, on est sur la même planète. Je pense que c'est justement apporter une ligne de pensée, de conduite qui repose sur ce que Dieu dit. Et je crois que c'est le monde aujourd'hui. J'entendais aujourd'hui qu'il y a eu un sondage qui a été fait. Moins d'un Français sur deux maintenant ne croit que Dieu existe. Donc évidemment, ces personnes qui ne croient plus que Dieu existe, finalement, ont créé un monde dans lequel on pense, on agit en conséquence de ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, on pense totalement différemment. Et c'est ce qui donne au-delà de cela, c'est ce qui donne cette pensée du monde. Mais pour moi, le monde, c'est plus encore, c'est inspiré c'est influencé par celui qui est réellement l'ennemi. L'ennemi de Dieu. Ça va plus loin, c'est pas juste une idéologie, ça va plus loin. Il développe une manière de penser qui est anti-Dieu. Oui. Et donc il s'attaque à tout ce qui est de Dieu et cherche à détruire la création et les hommes qui constituent. À pervertir, à tordre. Et donc nous sommes appelés à briller dans ce monde et on ne peut pas briller sans être différent. D'accord, mais maintenant, moi, regarde, j'ai grandi dans le public à l'école. À l'école publique. Maintenant... Et je me souviens qu'à l'époque, moi, par rapport à ta question à toi, j'avais la possibilité de les mettre dans une école chrétienne. Mais à l'époque, la société n'était pas encore au stade où on en est aujourd'hui. Moi, je me souviens, à l'école, on priait même. Oui. Et j'étais pas dans une école privée. Hein. Oui. Dans l'école publique, on priait à cette époque-là, etc. Puisque j'ai été, moi, dans une école où il y avait les sœurs qui étaient... Mais ce n'était pas une école privée. Tandis que en 30 ans, on a vu les choses se dégrader. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Puisque aujourd'hui, le problème, c'est que il n'y a même plus de... On est devenu intolérant face au fait de pouvoir parler de Dieu. On dit tout de suite laïcité, comme si être laïque, c'était ne plus pouvoir... Interdire de parler de Dieu. C'était interdire de parler de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un comme toi, tu as bien fait, puisque il est dans une école où finalement il a une instruction selon les valeurs de Dieu, mais ce n'est pas une école qui est fermée à la société. Elle est ouverte à ce qui se passe autour. Alors peut-être maintenant, moi, j'ai envie de considérer le choix que j'ai fait comme un privilège parce que j'ai pu faire le choix. D'autres parents n'ont pas le choix. Il y a plein de parents chrétiens où il n'y a pas d'école chrétienne, où c'est compliqué. C'est des écoles privées. C'est sûr que c'est un choix un choix de vie. Hein. On vit peut-être un peu plus chichement parce que ça coûte de l'argent, une école chrétienne, il faut dire ce qui est. Mais peut-être certains ne peuvent même pas. Il n'y en a pas. Ou certains n'ont pas le moyen de le faire. Mais pour eux, comment faire qui ont cette peur? Mais attends, on est en train de me dire que dans le public, on véhicule ces notions-là, mais comment faire pour les protéger de ces influences-là, tout en les laissant lumière dans le monde quand même? Alors je pense qu'il faut parler, il faut parler à ses enfants, parler autour de la table, il faut communiquer, il faut leur expliquer, il faut prendre du temps. Et c'est vrai que les parents aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont de moins en moins de temps pour leurs enfants. Et pourtant, c'est précieux de pouvoir discuter. Je crois que c'est la différence qu'il y a... qu'il y a des fois entre l'évangile quand il est vécu seulement comme une adhésion théorique, théologique, et puis l'évangile quand il est vraiment l'évangile. Si dans des familles, il y a des familles qui sont chrétiennes, et si pour eux être chrétien c'est aller régulièrement dans un bâtiment appelé église une fois par semaine, machin, ça change rien pour les enfants. Mais si
vivre avec Jésus dans la famille, ça a un sens tous les jours. Et si on reparle des choses en face de ce qu'on voit, en face de ce qu'ils vivent, en face des choses c'est sûr. des anecdotes qui leur arrivent avec leurs enfants, avec leurs camarades, avec les profs, etc. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que pense Jésus de ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment tu peux chrétiennement régler ce problème et tout ça? Alors à ce moment-là, ils vivent réellement, l'évangile. Je comprends, tu vois, et je pense que moi, ça me fait penser à un couple de l'Église. Pour moi, si tu veux, s'ils sont dans le monde, mais tu veux pas qu'ils soient du monde, c'est-à-dire issus de cette façon de penser et tout, ça oblige de l'implication. Et ça me fait penser à ce couple qui, chaque année, retourne voir l'instituteur de ses élèves pour discuter, surtout si c'est un nouveau. Et puis si c'est un nouveau, dire écoutez, par contre, nous, on est chrétiens, on ne veut pas qu'ils chantent de chants qui sont déstabilisants. Si on le voit, on vous écrira. Ils ne sont pas les parents relous, mais pour moi, même pour l'enfant, ça donne un cap. Je me rappelle quand j'étais en école primaire, je devais chanter un chant sur les fantômes, je l'ai ramené à la maison et tu as dit hors de question, vous avez écrit un mot, bon toi tu n'es pas venu, tu as écrit un mot. Pour te dire, je peux le dire comme ça, mais en primaire, c'était humilié dans la classe, puisqu'elle m'a mis devant tout le monde en disant regardez celui-là, maintenant ses parents, etc. Vraiment humilié à me faire pleurer en primaire, hein, au point où j'ai plus oublié la chanson, du coup, tu vois. Du coup, je l'ai retenue, tu vois. Mais par contre, ça m'a montré, attention Ben, c'était pas comme tout le monde. Il y a quelque chose d'autre, il y a un cap où des fois, je pense, en tant que parent, il faut être capable de monter au créneau, sans avoir peur de tout, mais en étant proche de l'enfant et de ce qu'il reçoit. Et je me rappelle d'une histoire aussi, c'est une chrétienne de l'église où sa fille devait étudier Harry Potter. Et elle est allée voir l'institutrice en disant « Mais écoutez, pour Harry Potter, vous n'avez pas d'autres histoires à faire étudier aux enfants ?» Et elle est arrivée à faire changer le programme. Je crois qu'ils ont étudié Cro-Blanc ou un truc comme ça. En tout cas, elle a eu un impact. Et c'est vrai que parfois, on n'ose pas en tant que parent peut-être aller... Elle a parlé de lutter, il faut lutter, il faut se défendre, il faut y aller. On peut aller à contre-courant et l'exprimer, bien sûr, avec bienveillance, mais pourquoi pas? Et combien de fois j'ai entendu « Ah mais attendez, c'est un bouquin où on lit ceci ou cela » sans forcément citer Harry Potter, il y en a plein d'autres. Et moi, je connais des profs qui ont voulu faire lire un texte de la Bible. Ouais. Et là, alors là, par contre, c'était la débandade. Ouais. C'était, attendez... Ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer, quoi. Oui. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un enjeu et qu'il ne faut pas aussi... Mais dans ce que tu dis, je pense que l'Église a aussi un rôle. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr que les enfants viennent le dimanche à l'école du dimanche, mais je crois que si l'Église devient vraiment organique, si l'Église se vit partout, etc., cela donne aussi aux enfants le sentiment de ne pas être isolés dans une société. Moi, je me souviens, dans ma famille, certains de mes cousins ont grandi dans d'autres milieux, et alors on avait tout le temps peur du monde. C'est presque comme si le monde était... attention, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. On est proche d'une dérive sectaire, là, tu vois, c'est ça le piège. Alors, est-ce que c'est une dérive sectaire? Parce que de l'autre côté, ce qu'on nous propose, c'est quand même... Mais ce que je veux dire, se rejeter complètement de... On est proche, je dis pas qu'on est dedans. Mais... Alors, ça peut donner ce sentiment-là, mais le problème, c'est que les jeunes avaient presque peur de tout. Alors que je crois que, non... L'Église peut aussi être organisée de manière à... Parce qu'elle est organique, parce qu'elle est partout, parce qu'elle peut devenir source de propositions. Mais oui. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que très souvent, les chrétiens sont plus dans la dénonciation de ce qui ne va pas que dans la proposition. Et je pense que l'Église doit redevenir source de proposition. Absolument. Et lorsque on devient source de proposition et que ce qu'on propose, ça tient debout. Ouais. Alors bien sûr, il y aura toujours des courants de pensée et puis des partis qui vont lutter contre parce que ça vient de chrétiens. Mais les gens qui raisonnent et qui disent mais ce qu'ils disent c'est pas bête, ce qu'ils disent c'est juste, ce qu'ils disent c'est... pourront à ce moment-là aussi reprendre des idées. Et ce qui fait que nos enfants auront le sentiment de pas seulement d'être là avec un casque dans un coin, une épée et puis un bouclier de la foi pour se battre contre... Mais seront aussi lumière qui influenceront. Et je pense pour un conseil très pratique pour les parents, moi mon garçon, quand je le mettrai à la musique, je le mettrai dans une école, pas forcément une école de musique chrétienne.
Moi, Je veux dire, il peut très bien apprendre la musique, mais au contact aussi. Tu vois, je pense que c'est important. Bien sûr. Je trouve que c'est important. Parce que l'éducation, c'est justement, c'est pas, il peut y avoir à certains degrés, des fois, il y a une sorte de protection. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser nos enfants vivre sous prétexte qu'il faut qu'ils apprennent. S'ils doivent juste prendre des coups, c'est pas la peine. Mais comme l'éducation, ça consiste à rendre fort. Et pour rendre fort, il faut être confronté. Seulement, il faut que les parents sachent toujours limiter, percevoir ce que l'enfant est capable de vivre ou pas vivre. Il faut être proche de lui. Quand j'étais à N'Djamena, par exemple, on vivait à N'Djamena, nos enfants étaient dans un lycée français où c'était très le niveau social était très élevé parce que c'était très cher, sauf pour nous qui étions on était les petits pauvres parce qu'on était des missionnaires, on était les petits pauvres de la ville. Et donc on était boursiers, donc voilà. Mais à part les nôtres, personne n'était boursier. Donc c'était que des enfants des ministres, du directeur de SO national. Ils vivaient bien, quoi. Le fils du général, etc. Donc c'était un milieu huppé. Certains venaient en voiture avec des gros 4x4 avec le chauffeur qui les amenait à l'école, etc. Ouais. Et nous, on les déposait presque en brouette, tu vois. Alors, donc c'était... et des fois, les filles disaient, oui, il y a une soirée, on est invités. Je dis, mais on fait quoi dans ces soirées? Bon, et je sais que les envoyer soi-disant pour qu'elles soient au contact, ça, c'est les envoyer. Là, c'est les envoyer au massacre. Ouais. Parce que ces soirées c'était que des coucheries, et puis de la drogue, et c'était à fond. Ouais. Et c'est là où ça demande la sensibilité. Donc là, je savais que c'est pas une question de se retirer du monde d'une façon, mais là, il fallait protéger. On dit là, tu peux pas. Alors sur le coup, pour elle, c'était très difficile parce que du coup, ça les marginalisait. Oui. Mais quand le lundi matin, elles écoutaient les comptes rendus des copains de ce qu'ils avaient vécu le samedi soir. On a bien fait. Il n'y avait plus de regrets. Les parents avaient raison. Il n'y avait plus de regrets. Peut-être juste une dernière chose. Ouais. Je pense que ça vaudrait la peine aussi qu'on rende à nouveau nos enfants fiers de leur foi. Fiers. bien sûr. Fiers. C'est ça. Hey, parce que ça te... Ouais. Tu peux aller à l'école. Moi, je me souviens, j'allais à l'école. J'avais sur mon sac, et j'étais ado, hein, puisque je faisais un BEP à l'époque. J'avais Jésus revient, etc. dessus. Mais j'étais fier de ma foi. Alors les gars, ils se fichaient de moi, Peter Schmidt est de retour, alléluia, etc. Mais quand ils avaient un problème, ils venaient tous me voir. C'est ça. Tu vois. Oui. Et j'ai envie de dire aux jeunes, aujourd'hui, ils disent, mais relevez la tête. Nous, notre maître, c'est un héros. Oui. Lui, il a donné sa vie pour nous. Mais même aux parents. Devenez fiers. Même aux parents, transmettez ça à vos Mais oui. enfants. Mais oui. C'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est pas des obligations. On a des valeurs. On est fiers de Jésus. Oui. On a des valeurs qui valent la peine. Et qui tiennent la route. Et qui tiennent la route. Que Dieu nous aide, nous donne beaucoup Yes. de sagesse. Et puis, merci à vous, merci à Françoise qui nous a partagé ces 2 semaines Très bien. son histoire et sa bien. sagesse. Excellent. Je pense que ça a pu encourager certains. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à poser des questions à des personnes parce que je ne vais pas répondre dans les commentaires. En fait, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit de poser des questions dans les commentaires. Je ne vais pas prendre le temps de répondre à toutes les questions. Mais voilà, on peut sortir de ces discussions peut-être des choses assez intéressantes. Donc que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, où vous le désirez. Et à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bye.